Choc! Des drones de l'OTAN frappent Moscou. Poutine s'étouffe de rage. La Russie cherche un prétexte pour attaquer les pays baltes. L'amitié entre Kiev et Tokyo a forcé l'homme du bunker à se barricader. Maliouk a enfin atteint le point sensible du Kremlin. La frégate amirale a coulé. L'avion de pointe du dictateur a explosé en direct. Moment épique, le SBU n'a pas encore tout dit. Le mot de la fin est à venir. Il n'y aura peut-être pas d'élections en Hongrie. Orban s'agite et se dispute avec la Russie. Les États-Unis ont fait leur choix. L'opposition est prête. Pendant ce temps, la Russie sombre dans l'apocalypse totale. Le Daghestan est submergé. Poutine a déclenché une catastrophe au Caucase. Des milliers de victimes. On ne peut plus le cacher. La Biélorussie entre en guerre. Loukachenko a repris confiance et a enfin osé. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. C'est arrivé, Poutine voit des drones de l'OTAN partout. L'homme du bunker fulmine et accuse les pays baltes d'attaquer la Russie. Zakharova et Peskov ne savent plus par quel bout crier. Le plan rusé du Kremlin, faute d'offensive, place à la terreur médiatique. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie résistent au dictateur. Poutine enrage dans son bureau. L'Ukraine et le Japon se sont serrés la main. En jeu, des technologies de drones de pointe. Nos drones semblent avoir fait leur travail. Moscou ne peut rien faire. Est-ce l'approche d'un fiasco épique? Regardons. La Russie a menacé les pays baltes à cause de l'Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a proféré des menaces voilées contre les pays baltes, les accusant d'avoir prétendument mis leur espace aérien à la disposition de l'Ukraine pour frapper le territoire russe. Zakharova a précisé que les pays baltes avaient reçu un avertissement formel. Ces pays ont reçu un avertissement approprié. Si les régimes de ces pays font preuve d'assez de bon sens, ils écouteront. Sinon, ils devront faire face à la riposte. Selon la partie russe, les pays baltes permettraient à l'Ukraine d'utiliser leur espace aérien pour frapper les ports russes en mer Baltique. Il s'agit d'attaques de drones qui, selon la version russe, auraient pu survoler le territoire de ces États. Après les premiers cas de drones ukrainiens atteignant le territoire des pays baltes, l'espace médiatique russe a commencé à diffuser la version d'une mise à disposition du ciel à l'Ukraine. Cependant, il n'y a aucune confirmation officielle de ces accusations de la part des pays baltes eux-mêmes. Je pense que tout cela doit être interprété comme des tentatives de pression sur ces pays afin qu'ils cessent de soutenir l'Ukraine. En même temps, il est de notoriété publique qu'il n'existe aucun fait prouvant que l'Ukraine envoie réellement ses drones via les pays baltes pour attaquer la mer Baltique. Mais il est assez difficile pour la Russie de percevoir sereinement cette situation, qui, en plus de détruire les exportations de pétrole russe, porte également des coups assez douloureux au régime de Poutine, à sa stabilité et à la manière dont le régime lui-même tente de se positionner comme invincible. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait fait des déclarations similaires, faisant également allusion à une possible réponse à l'Europe pour avoir prétendument fourni à l'Ukraine un espace aérien pour des attaques contre la Russie. Moscou prendra des mesures si les pays de l'Union européenne fournissent effectivement un espace aérien pour des attaques de drones contre la Russie. Bien entendu, nous pensons que si un espace aérien est mis à disposition pour mener des activités terroristes hostiles contre la Fédération de Russie, cela nous obligera à tirer les conclusions qui s'imposent et à prendre les mesures appropriées. Dans le contexte de l'intensification des frappes ukrainiennes contre les infrastructures militaires et énergétiques de la Russie, notamment dans la région de la mer Baltique, la Russie durcit sa rhétorique à l'égard des pays membres de l'OTAN dans la région. En réalité, les Russes savent parfaitement que les drones ukrainiens n'ont pas survolé les territoires de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, mais ils profitent simplement de l'occasion pour intimider leurs voisins. Les Russes tentent psychologiquement d'intimider les pays baltes afin qu'ils réduisent leur soutien à l'Ukraine, sinon ils menacent d'une invasion militaire directe, ce qui correspond tout à fait aux nombreuses déclarations des médias mondiaux, ainsi qu'aux thèses de Trump selon lesquelles il n'aiderait pas les pays de l'OTAN au cas où ils subiraient une attaque militaire. Voilà. En réalité, toutes les accusations de la Russie sont sans fondement, tout le monde le sait très bien, il n'y a aucune preuve. Mais la Russie tente à nouveau de faire pression sur ses voisins en utilisant la guerre en Ukraine comme argument. Mais ce n'est pas tout.
Le Kremlin a paniqué à cause de la coopération entre l'Ukraine et le Japon dans le domaine des technologies de drones militaires. Maria Zakharova a déclaré qu'un tel partenariat nuisait aux intérêts de sécurité de la Russie. En aidant le régime néo-nazi de Zelensky, le Japon s'implique de plus en plus dans le conflit autour de l'Ukraine, causant ainsi des dommages supplémentaires aux relations avec la Russie, qui se sont sérieusement dégradées par la faute de Tokyo. La veille, la société japonaise Terra Drone Corporation a signé un accord de coopération stratégique avec la société ukrainienne Amazing Drones, spécialisée dans le développement et la production de drones intercepteurs. Terra Drone a annoncé son intention d'accroître sa présence en Ukraine. En Russie, la coopération entre le Japon et l'Ukraine n'a pas été appréciée. Compte tenu des provocations criminelles systématiques de l'Ukraine utilisant des drones contre des cibles civiles sur le territoire russe, nous considérons cette démarche, manifestement effectuée avec le soutien des autorités officielles, comme ouvertement hostile et préjudiciable aux intérêts de sécurité de notre pays, y compris la protection de la population civile. Il est évident que de telles décisions ne favorisent pas un règlement rapide de la situation en Ukraine, mais ne font que prolonger les hostilités. Nous tenons également à rappeler que les armes menaçant notre pays et nos citoyens, ainsi que les installations de production en Ukraine, sont des cibles militaires légitimes pour les forces armées de la Fédération de Russie. Une telle rhétorique est utilisée par le Kremlin pour légitimer les frappes contre les infrastructures civiles et industrielles de l'Ukraine. En réalité, l'agacement de Moscou est dû au fait que l'avantage technologique de l'Ukraine, soutenu par la puissance de l'industrie de défense japonaise, anéantit les plans du Kremlin de conquête territoriale rapide et de capitulation forcée. Une véritable sensation. Les forces ukrainiennes ont ouvert les portes d'un véritable enfer pour l'ennemi. L'effet domino est lancé. La flotte russe de la mer Noire diminue à vue d'œil. L'aviation d'élite de Poutine est décimée sur commande. Le Kremlin l'admet, c'est une véritable fièvre des drones. Le SBU fait hurler l'adversaire. Maliuk appuie sur le bouton. Des frappes là où la Russie ne s'y attendait pas. La défense aérienne est coupée car elle est jugée inutile. Quand aura lieu l'attaque décisive? Ne manquez pas les premiers pronostics. Le fleuron de la flotte de la mer Noire, la frégate Amiral Makarov, a été détruit par un drone ukrainien. Il était à quai dans le port de Novorossiysk. Le navire servait à lancer des missiles calibres sur l'Ukraine et était devenu le fleuron de facto de la flotte après le naufrage du croiseur Moskva. Eh bien, apparemment, l'amiral Makarov ne tirera plus de missiles calibres à l'avenir. C'est réellement une réussite majeure pour les forces ukrainiennes et aussi un coup dur porté au potentiel offensif de missiles des troupes russes. L'état-major ukrainien a aussi annoncé avoir touché un avion amphibie anti-sous-marin B-12 sur l'aérodrome de Katcha. Le renseignement militaire a précisé que le B-12 Tchaïka était équipé de tout le nécessaire pour la lutte anti-sous-marine. Ce ne sont pas seulement les armes coûteuses, mais aussi la principale source de revenus de la Russie qui souffre des drones ukrainiens. Depuis 2 semaines, les frappes contre les raffineries de la mer Baltique ne s'arrêtent pas. Le carburant coule à flot là-bas. À Ust-Luga, ils n'ont pas le temps d'éteindre les feux car les drones arrivent sans cesse, bloquant ainsi les exportations d'or noir. Des rapports indiquent qu'à Ust-Luga, le chargement de pétrole et de produits pétroliers a commencé, a repris, a recommencé. Un pétrolier est arrivé, a été chargé et ainsi de suite. Mais cette nuit même, la nuit dernière, des rapports sont apparus disant que, la joie fut brève à Ust-Luga et qu'une nouvelle attaque de drones a été menée. Outre les ports d'Oust-Luga et de Primorsk, une frappe a visé le terminal pétrolier Cheskaris à Novorossiysk. À la suite de la frappe, 6 des 7 postes de chargement de pétrole servant au chargement et au déchargement des pétroliers ont été endommagés. Ce terminal est l'un des plus grands complexes de transbordement de pétrole du sud de la Russie. Et il ravitaille en carburant les forces russes présentes en Ukraine.
le SBU travaille systématiquement à réduire le potentiel militaire, économique et logistique de l'ennemi. Ces opérations se poursuivront tant que la Russie ne cessera pas son agression contre l'Ukraine. Chaque frappe de ce type sape la capacité de l'ennemi à financer la guerre et à approvisionner ses troupes en ressources. En fait, les frappes ukrainiennes sur les plus grandes raffineries russes ont stoppé l'exportation de pétrole et donc l'entrée d'argent dans les caisses du Kremlin. La Russie exporte environ 250 millions de tonnes de pétrole par an et entre 100 et 130 millions de tonnes de produits pétroliers. Eh bien, chez Scaris, sa capacité maximale est de 75 millions de tonnes. Primorsk sur la mer Baltique, dont on a parlé plus tôt, on en parlait tout le temps, 74 millions de tonnes. Et Ust-Luga, qui a été la cible d'une nouvelle frappe cette nuit, environ 30 millions de tonnes. Si 3 ports sont hors service, 2 en mer Baltique et 1 en mer Noire, eh bien environ la moitié des exportations pétrolières russes s'arrêtent pour un certain temps. Récemment, les ZSU attaquent la Fédération de Russie bien plus souvent et plus efficacement que ne le fait l'armée russe. Selon les données officielles, la défense aérienne russe a intercepté 7440 drones ukrainiens de divers types en mars. On ignore combien ont atteint leur cible. De son côté, la défense aérienne ukrainienne a abattu 5935 Shahed et drones d'autres modèles. Cela représentait 89,8% des cibles abattues, ce qui signifie que pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine a pris l'initiative dans ses frappes. Auparavant, le nombre d'attaques de drones était considéré comme un avantage majeur de l'armée russe. Désormais, le complexe militaro-industriel ukrainien a comblé son retard dans la production de drones et les frappes des forces armées ukrainiennes sont devenues si efficaces et massives que le Kremlin ne sait plus comment les arrêter. Explosion inattendue à Budapest. Il se pourrait qu'il n'y ait pas d'élection. Orban ne peut plus être arrêté. Les convulsions de Moscou au cœur de la Hongrie. Les États-Unis ont rejeté la main du Premier ministre. La visite de J.D. Vance ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est arrivé de manière inattendue. La Russie semble se diriger vers un conflit ouvert avec son ancien allié. C'est difficile à croire. L'opposition noue de nouveaux contacts avec Washington et une cellule de prison est déjà prête pour le Premier ministre. Soyez les premiers informés. Viktor Orban continue de perturber les élections en Hongrie. L'histoire du faux sabotage du gazoduc par l'Ukraine n'a pas fonctionné, alors il mise désormais sur l'état d'urgence et le report du vote. Pendant ce temps, même le vice-président américain J.D. Vance est arrivé pour soutenir Orban dans son agonie électorale. D'ailleurs, c'est une première dans l'histoire de la Hongrie. Il a également tenté de rallier les électeurs indécis au Premier ministre actuel en s'exprimant lors d'un rassemblement de soutien. Les analystes estiment que cela pourrait fonctionner en partie. C'est aussi très intéressant de voir à quel point cet électorat hésitant va soutenir la vision du président Trump, oui, de voir Orban poursuivre ses activités en tant que Premier ministre, parce qu'on a remarqué, par exemple, un précédent l'année dernière, quand les États-Unis ont soutenu Javier Milei en Argentine. C'était lors des élections législatives de mi-mandat et il y a renforcé ses positions. Cependant, Orban reçoit une aide bien plus importante de Moscou. Ils sont prêts non seulement à faire campagne, mais aussi à agir. Le résultat, selon les analystes, a été l'histoire de la tentative de sabotage du gazoduc, et maintenant les efforts pour perturber les élections en général. L'arsenal peut être assez vaste. La question est la suivante. À quel point la société hongroise y croit-elle ? Enfin, on voit qu'en principe, beaucoup de ces choses sont cousues de fil blanc, et c'est très, disons, visible. Étant donné que des conseillers politiques russes travaillent en main sur la campagne d'Orban et que l'écart se creuse au lieu de se réduire, c'est aussi assez révélateur. Orban voit aussi les sondages, c'est pourquoi il devient chaque jour plus dangereux, expliquent les experts. Il n'a plus grand-chose à perdre. Et dans une situation où il ne lui reste que quelques jours au pouvoir, l'équipe du Premier ministre hongrois pourrait aller jusqu'aux pires extrémités. Pour Orban, ces élections, c'est une question de vie ou de mort. Pendant tout ce temps au pouvoir, étant donné qu'il lui était probablement difficile d'imaginer qu'il serait un jour remplacé, il a manifestement baissé sa garde. Et beaucoup parlent de peines de prison tout à fait réelles qu'Orban pourrait encourir pour toutes les malversations qu'il a commises pendant son mandat.
principalement liées au financement par le Kremlin. À la collection de servilité d'Orban envers Moscou, Bloomberg en a ajouté une hier. Ainsi, des journalistes ont consulté la transcription d'un appel entre Orban et Poutine, où Victor a déclaré être prêt à faire le maximum pour aider Poutine dans sa guerre en Ukraine, se comparant même à la souris de la fable qui aide le lion à sortir de sa cage. Selon la transcription, cette remarque a fait rire Poutine, et l'information a manifestement fait chuter encore plus la cote de popularité d'Orban. En Hongrie, les sociologues disent déjà que cela signifie en fait qu'il n'y aura pas seulement un changement de dirigeant, de nouveau Premier ministre, mais un changement du système qu'Orban a construit au cours des 16 dernières années. Certains analystes estiment que l'intérêt accru des États-Unis pour la Hongrie en témoigne également. Compte tenu des accords avec Washington sur l'achat de gaz liquéfié, la visite de Vance pourrait être une volonté des États-Unis de sécuriser les contrats, quel que soit le changement de gouvernement. Trump, qui critique également l'Union européenne, a décidé d'occuper les créneaux que la Russie occupait auparavant. Je n'exclus donc pas un scénario où, si le pouvoir hongrois change, ce mécanisme d'augmentation des livraisons d'énergie alternatives des États-Unis, au lieu de celle de Russie, sera maintenu. Ce qui restait crucial alors que les prix du pétrole et du gaz grimpent en raison du conflit au Moyen-Orient. Quant aux citoyens ordinaires, ils semblent avoir enfin tout compris. Les promesses d'Orban, alors jeune, et du parti Fidesz ne se sont pas concrétisées en plus de 15 ans. Et sur certains points, la situation s'est même dégradée. Surtout en ce qui concerne l'état de droit et les droits de l'homme. Nous savons que la réforme judiciaire là-bas la réforme judiciaire est à l'arrêt. La réforme des droits de l'homme fait également l'objet de vives critiques actuellement. Et aujourd'hui, parmi les 27 pays de l'Union européenne pour la corruption, la Hongrie est dernière. Désormais, les Hongrois, qui connaissent bien la corruption, ont une chance de changer leur vie. Reste à voir s'ils le voudront, nous le saurons dès le 12 avril. Urgent. La Russie en proie à une terrible catastrophe. Le Daghestan est sous les eaux. Les intempéries frappent Makhatchkala avec en prime la rupture d'un barrage. Des milliers de personnes sont bloquées, les autorités font comme si tout était sous contrôle. L'état d'urgence ne suffit plus à sauver la situation. L'apocalypse du siècle. Poutine en est le responsable. Le Kremlin a empoisonné la vie des siens. Une vengeance brutale pour l'Ukraine est venue du côté le plus inattendu. C'est à voir, absolument. Ne manquez pas ça. Daghestan, vengeance de la nature ou indifférence totale du pouvoir russe? C'est un tel malheur, le 21e siècle. Depuis plus de 10 jours, le Daghestan et la Tchétchénie ne parviennent pas à se remettre des précipitations records du 28 mars. Et ce n'est pas que le gouvernement soit inactif. Ils ont juste une excuse en béton. C'est une catastrophe naturelle, on n'y est pour rien. Mais néanmoins, tout est, comme toujours, sous contrôle. Bien que cela ressemble plutôt à un énième rapport pour Poutine. À ce jour, il est important de noter que la situation au Daghestan reste sous le contrôle de toutes les autorités compétentes qui restent pleinement mobilisées. Pendant ce temps, dans la République, il n'y a ni électricité, ni eau, ni réseau. Et les pauvres Russes sont obligés de s'aider eux-mêmes. Aidez-nous à évacuer nos gens. Nos camions Kamaz, beaucoup s'embourbent, ils ne peuvent pas sortir. Et comment se passer des appels vidéo naïfs des habitants aux autorités? Il s'avère que de telles précipitations anormales ne sont même pas une raison pour déclarer l'état d'urgence. On se demande bien pourquoi. Y compris les députés au niveau de la République, ils ont dit qu'il n'était pas nécessaire d'instaurer l'état d'urgence ou une situation d'exception. Certains districts ont reçu une aide pour compenser les dommages matériels. C'est pourquoi nous demandons que notre district de Novolakski soit également inclus parmi ceux où l'état d'urgence a été déclaré. Ah, c'est donc ça le problème. Obtenir une certaine aide, probablement financière. En réalité, divers mécanismes entrent en jeu, notamment si par exemple dans certains cas, exemple, les biens étaient assurés, cela peut être considéré comme un cas de force majeure, et ainsi de suite. Il faut donc examiner, de façon distincte, pourquoi les autorités ont des réticences à déclarer l'état d'urgence ou même une situation d'urgence. Pendant ce temps, au Kremlin même, c'est encore le silence. Mais ce n'est pas surprenant. Poutine espérait probablement laisser passer l'orage, mais c'était sans compter sur la suite.
Le barrage du réservoir de Kadjouski a également cédé. Pour ainsi dire, voilà le résultat. Le boomerang de Kakhovka. Mais il semble que ce qui a le plus surpris le chef du Daghestan et le maire de Makhachkala soit la maison détruite, car c'est précisément ce qu'ils étaient venus voir. Mais le plus intéressant, c'est l'allocation budgétaire pour la région. Car il y a 3 ans, le chef du Daghestan annonçait avec joie l'allocation d'un financement record de 12 milliards 500 millions de roubles. Mais où est donc passé tout cet argent? Certainement pas dans le renforcement ou la modernisation de la ville. Rien n'a été fait. Par conséquent, si quelque chose a été fait, ce n'était que sur le papier. Cela signifie qu'une fois de plus, l'argent a fini dans les poches des fonctionnaires et la région s'est retrouvée totalement impréparée à la situation critique actuelle. C'est-à-dire rien du tout, ni les égouts réparés, ni la digue renforcée. Enfin, rien n'a été fait. Bon, d'accord, peu importe si quelques maisons d'habitants sont détruites. Mais l'infrastructure critique, elle, c'est une toute autre histoire. Ou peut-être pas. Dans les sous-stations qui alimentent presque la moitié de Makhachkala, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise. S'ils avaient au moins mis des sacs de sable, ça aurait déjà été bien. Tout dans la Russie d'aujourd'hui se fait, pardonnez-moi l'expression, n'importe comment. Oui, on ne va pas le nommer. Tout le monde comprend lequel, avec le cul, parce que le pouvoir n'est préoccupé que par la guerre et tout l'argent part pour la guerre. Plus un peu par la restriction de l'information et la fermeture d'Internet. Voilà les 2 seuls soucis qui préoccupent le pouvoir. Les gens, on le répète encore, Poutine s'en fiche éperdument, mais alors complètement. Poutine s'est réveillé ou alors il faisait semblant de dormir pendant tout ce temps. Le maître du Kremlin s'est enfin occupé du Daghestan et très sérieusement, il a reçu des rapports par téléphone sur la situation. Eh bien, pourquoi maintenant? C'est assez clair, parce que c'est la 2e fois que ça frappe, et il y a des victimes. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose quelque part, n'est-ce pas? Et comme on dit, si cela mène vraiment à la démission du chef du Daghestan, c'est une façon de préparer l'opinion. Poutine est là, il veille, il dirige. Si vous pensiez qu'il restait caché dans son bunker, eh bien ce n'est pas le cas. Et il ne s'agit pas d'une vengeance de la nature pour la guerre sanglante contre l'Ukraine, mais du fait que le système lui-même est incapable de gérer des tâches élémentaires. Là où il devrait y avoir contrôle et responsabilité, on trouve corruption et indifférence. Quand le pouvoir ne dépend en aucune façon du peuple, il n'a strictement aucun intérêt à réagir à temps. Car il estime que rien ne dépend vraiment de ces gens-là. Et ce n'est que lorsque le problème devient enfin important pour son image qu'il se voit obligé de réagir, juste pour s'en débarrasser. Voici comment Poutine a réagi. En conséquence, chaque averse ou inondation redevient une catastrophe qui aurait pu être évitée. Mais les autorités ne font rien car au fond, elles s'en fichent éperdument. En ce moment même, la Biélorussie prépare une offensive active. Une nouvelle guerre commence, le feu est allumé, les drones russes survolent le territoire de Loukachenko. Le petit père cache tout. Moscou a donné le mauvais exemple à Minsk et il semble qu'elle pourrait en payer le prix. Un scénario familier est déjà sur la table. Vers qui le dictateur biélorusse va-t-il tirer le premier coup et ne va-t-il pas ainsi se tirer une balle dans le pied? On en parle dans un instant. Le régime de Poutine prépare une nouvelle tête de pont pour frapper l'Ukraine, cette fois depuis la Biélorussie. Il ne peut y avoir de temps de paix, Pavel. Nous nous préparons à la guerre. Moscou prévoit de déployer des bases de drones à longue portée en Biélorussie, ce qui réduirait le temps de réaction de la défense ukrainienne. La Biélorussie n'a jamais été aussi prête pour la guerre qu'aujourd'hui. En 31 ans de pouvoir, il faut le rappeler, Loukachenko n'a jamais autant investi jusqu'à présent dans le domaine militaire en Biélorussie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Rien que la semaine dernière, la Russie a lancé environ 400 drones et des dizaines de missiles sur l'Ukraine. L'attaque principale a visé les infrastructures civiles. Il y a des morts et des dizaines de blessés. Poutine n'est pas en mesure, l'armée d'occupation de Poutine n'est pas en mesure de mener des actions offensives. Ce n'est pas le cas, l'armée de Poutine n'a aucun potentiel pour des actions offensives, et Poutine et son commandement se sont entièrement tournés vers des frappes sur les villes ukrainiennes. Et ce n'est qu'une partie d'une stratégie plus large. Après l'attaque du 24 mars, le président Zelensky a confirmé que Moscou prépare une nouvelle phase d'escalade. Nous savons que la Russie prévoit de déployer des stations de contrôle de drones à longue portée en Ukraine occupée et 4 stations en Biélorussie. Nous réagirons en conséquence. Si la Biélorussie servait autrefois de simple couloir pour la guerre, les masques sont désormais tombés. Minsk s'implique davantage, passant d'un territoire de transit à une véritable base russe pour frapper l'Ukraine. Depuis 2022, des troupes sont entrées d'ici, des missiles ont été tirés et l'offensive sur Kiev a débuté. Et apparemment, le dictateur moustachu est prêt à exposer ouvertement la Biélorussie à une frappe directe. Pour l'Ukraine, ce sont de nouveaux risques, et le facteur clé ici est la distance. La distance minimale entre Kiev et la frontière russe est de 200 à 250 km. C'est un délai qui profite à la défense aérienne ukrainienne. Mais si des sites de lancement apparaissent en Biélorussie, la distance sera réduite à environ 100 km, ce qui signifie moins de temps pour la détection, moins de temps pour réagir et un risque bien plus élevé de percée de la défense aérienne. Et dans une telle configuration, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est menacée. Les risques se rapprochent rapidement des frontières de l'OTAN. La Russie est une société civile brisée, qui n'est orientée que vers la guerre, et ce n'est qu'avec la guerre que la Russie et ses dirigeants peuvent exister avec succès. On peut bien sûr parler de guerre, mais il est tout à fait évident que, selon tous les experts, la Russie sera totalement incapable, et même hors d'état, de mener une véritable guerre d'envergure contre les forces européennes unies. C'est une position largement partagée par les spécialistes. La seule chose que Poutine puisse faire aujourd'hui, c'est de la déstabilisation. Mais même cela devient de plus en plus difficile. Parallèlement, face aux échecs sur le front, le Kremlin mise sur ce qu'il fait de mieux, l'intimidation. Et la Biélorussie devient un instrument clé de cette stratégie, une plateforme à partir de laquelle la pression peut être accrue et la zone de menace étendue. C'est tout pour moi pour le moment. C'était moi, Darina Utskalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. À bientôt.